ma sœur, Chloé et moi. Nous étions un bloc, une forteresse. Nos vies étaient entrelacées depuis le premier jour, un fil invisible et solide que rien ne semblait pouvoir casser. Nous partagions la même chambre, les mêmes secrets murmurés dans le noir. Nos rires se répondaient en écho. Nos peines étaient divisées par deux, comme par magie. Elle était mon ancre, j'étais son phare. Il y avait entre nous un pacte tacite, une promesse de protection mutuelle contre les orages de la vie. Nous nous comprenions sans parler, un regard suffisait, un simple geste de la main pouvait tout dire. Nous étions les deux faces d'une même pièce, indissociables et complémentaires. Cette complicité a grandi avec nous, se renforçant à chaque épreuve. Adolescente, nous échangions nos vêtements, nos espoirs, nos premières déceptions amoureuses. J'étais la plus pragmatique, celle qui gardait les pieds sur terre. Chloé, elle, était la rêveuse, le cœur grand ouvert, prête à croire au meilleur chez les autres. Elle voyait de la poésie là où je ne voyais que de la prose. Elle peignait le monde avec des couleurs vives, tandis que je me méfiais des ombres. Cette différence nous équilibrait. Je la protégeais de sa propre naïveté, et elle m'apprenait à laisser rentrer un peu de lumière dans mon univers, parfois trop sombre. Notre lien était une évidence, une certitude dans un monde incertain. Nos parents nous regardaient souvent avec un mélange de tendresse et d'amusement. « Vous êtes inséparables », disait notre mère en secouant la tête. C'était vrai, nous avions construit notre propre monde, avec ses codes, ses blagues, que nous seuls comprenions, ses rituels. Chaque dimanche, nous allions marcher dans la forêt derrière chez nous, un moment sacré pour nous raconter notre semaine. C'était notre confessionnal, notre sanctuaire. Nous nous disions tout, absolument tout. Je pensais alors que rien, jamais, ne pourrait se mettre entre nous. Notre amour fraternel était une vérité absolue, une loi immuable de mon existence. Je me souviens de ces moments avec une nostalgie douloureuse aujourd'hui. C'était une époque simple. Une époque où les dilemmes se résumaient à choisir un film ou une tenue pour sortir. Je ne savais pas encore que la vie pouvait nous confronter à des choix impossibles. Des choix qui déchirent le cœur et l'âme. Des choix où, quelle que soit la décision, quelqu'un finit par souffrir. À cette époque, j'aurais juré que je ferais n'importe quoi pour protéger Chloé, pour préserver son bonheur. Je n'imaginais pas que c'est moi, un jour, qui ferait voler ce bonheur en éclats. Moi, sa sœur, sa gardienne. Puis Marc est entré dans sa vie. Il était tout ce que Chloé avait toujours rêvé. Grand, charismatique, avec un sourire qui semblait pouvoir désarmer n'importe qui. Il la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Il lui écrivait des poèmes, lui offrait des fleurs sans raison particulière, planifiait des week-ends surprises. Il était le prince charmant de ses contes de fées. Chloé flottait. Elle était sur un nuage de bonheur si pur, si intense, que sa joie rejaillissait sur nous tous. Elle riait plus fort, ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Elle était amoureuse, et c'était magnifique à voir. Au début, j'étais heureuse pour elle, sincèrement. Marc semblait parfait. Il s'intégrait à notre famille avec une facilité déconcertante. Il charmait mes parents, il se souvenait des petites choses, il posait les bonnes questions. Il parlait de son travail dans la finance avec passion, de ses voyages d'affaires à l'étranger, de ses projets d'avenir avec Chloé. Il dessinait pour elle une vie de rêve, une maison avec un jardin, des enfants. Chloé buvait ses paroles. Elle était complètement captivée. Je le regardais construire son bonheur, brique par brique, et je me disais qu'elle avait enfin trouvé celui qui la méritait. Le bonheur de ma sœur était mon bonheur. Leur couple était devenu un modèle pour notre entourage. L'incarnation de la réussite amoureuse. Ils organisaient des dîners où tout était parfait, de la musique d'ambiance aux plats délicatement préparés. Ils ne se disputaient jamais en public. Leurs gestes étaient tendres, leurs regards complices. Ils formaient une unité si solide, si évidente, que j'en venais parfois à envier leur harmonie. Je voyais ma sœur s'épanouir, devenir plus confiante, plus sereine. Marc était son pilier. Il la soutenait dans ses projets professionnels, l'encourageait à suivre ses passions. Il était son plus grand fan. Et moi, j'étais la spectatrice ravie de cette idylle parfaite. Pourtant, parfois, un détail me dérangeait. Une ombre fugace dans son regard quand il parlait de son passé. Une réponse un peu trop vague à une question précise. Mais je chassais ses doutes. Je mettais cela sur le compte de ma nature méfiante. J'avais peur pour elle. Peur que ce bonheur soit trop beau pour être vrai.
Je me disais que j'étais simplement jalouse, d'une jalousie saine, celle d'une sœur qui voit l'autre trouver le grand amour. Je me forçais à ne voir que le positif. Je me forçais à croire en leur histoire. Je ne voulais pas être celle qui gâche la fête. Je voulais croire aux contes de fées, pour elle. Le doute s'est installé un mardi soir, un soir banal. Marc était censé être en déplacement professionnel à Bruxelles. Un séminaire important, avait-il dit à Chloé. J'étais allé dîner dans un petit restaurant italien de mon quartier, un endroit que j'aimais bien pour son calme. Et je l'ai vu. Lui, Marc. Il n'était pas à Bruxelles. Il était à une table, dans le fond de la salle. Il n'était pas seul. Il dînait avec une femme que je ne connaissais pas. Ils riaient, leurs mains se frôlant sur la table. L'intimité entre eux était palpable, évidente. Ce n'était pas un dîner professionnel. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis senti paralysé. Une partie de moi voulait se lever, marcher jusqu'à sa table et lui demander des explications. Une autre partie voulait fuir, faire comme si je n'avais rien vu. J'ai choisi la lâcheté. Je suis restée assise, le regard fixé sur mon assiette, faisant semblant de lire le menu. Mais mes yeux revenaient sans cesse vers eux. J'observais leurs gestes, leurs sourires. J'essayais de me convaincre que j'interprétais mal la situation. Une vieille amie, une cousine. Mais le baiser qu'il a déposé sur ses lèvres avant qu'il ne parte ne laissait aucune place au doute. C'était un baiser d'amoureux, un baiser volé à ma sœur. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Le visage de Chloé, rayonnant de bonheur, s'imposait à moi. Je l'imaginais, seule dans leur appartement, attendant un appel de son fiancé depuis Bruxelles. Un fiancé qui était à quelques kilomètres d'elle, dans les bras d'une autre. La nausée m'a envahi. Ce n'était pas juste un mensonge, c'était une trahison. Une double vie, organisée, avec une précision effrayante. Tous ces voyages d'affaires, toutes ces absences. Combien de fois avait-il menti? Depuis combien de temps cette mascarade durait-elle? Le miroir de leur bonheur parfait venait de se fissurer. J'ai passé la nuit à chercher des preuves. Une obsession malsaine m'a saisi. J'ai tapé le nom de cette femme sur les réseaux sociaux. En vain. J'ai cherché des indices, n'importe quoi. J'ai découvert que Marc avait 2 profils professionnels en ligne. L'un, celui que nous connaissions tous, le décrivait comme un consultant en finance basé à Paris. L'autre, plus discret, le présentait comme un architecte d'intérieur, basé à Lyon. Avec des photos d'un autre appartement, d'une autre vie. La femme du restaurant y apparaissait. Sur une photo, ils posèrent devant une maison en construction. La légende disait « Notre futur nid, hâte de commencer notre vie ici ». Ils étaient fiancés. Il avait une autre fiancée. Le secret est devenu mon fardeau, un poids écrasant sur mes épaules. Chaque jour, je devais faire semblant. Je devais sourire à Chloé quand elle me parlait de Marc avec des étoiles dans les yeux. Je devais écouter ses projets de mariage, le choix du traiteur, la couleur des fleurs. Chaque mot était une torture. Je me sentais complice de ce mensonge monstrueux. Mon silence était une trahison envers elle. Mais parler me semblait être une trahison encore plus grande. Comment lui dire? Comment détruire son monde, son bonheur, son avenir? La vérité était une bombe, et j'étais la seule à tenir le détonateur. La peur me paralysait. La peur de sa réaction. La peur de sa douleur. Je l'imaginais s'effondrer, son cœur se briser en 1000 morceaux. Et ce serait de ma faute. C'est moi qui aurais porté le coup fatal. J'avais peur qu'elle ne me croie pas, qu'elle choisisse de le croire, lui. Qu'elle se retourne contre moi, m'accusant de jalousie, de vouloir détruire son couple. J'avais peur de la perdre, de briser notre lien, ce lien si précieux qui nous unissait depuis l'enfance. Le silence me rongeait, mais la parole me terrifiait. J'étais prise au piège entre 2 abîmes. Je repoussais l'échéance. Chaque jour je me disais « demain ». Je lui dirais demain. Mais demain n'arrivait jamais. Je devenais irritable, distante. Chloé l'a remarqué. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» me demandait-elle, inquiète. « Tu es bizarre en ce moment. » Je mentais. Je parlais de stress au travail, de fatigue. Chaque mensonge ajoutait une pierre au mur qui se construisait entre nous. Je ne pouvais plus la regarder dans les yeux. Je me sentais sale, hypocrite. Le secret m'isolait. Je ne dormais plus. Je ressassais les scénarios possibles, tous plus catastrophiques les uns que les autres. La question me hantait. Avais-je le droit de faire ça? Avais-je le droit d'intervenir dans sa vie, même pour son bien? Peut-être valait-il mieux qu'elle vive dans un mensonge heureux, plutôt que dans une vérité dévastatrice. Après tout, elle était heureuse. Qui étais-je pour décider ce qui était le mieux pour elle? Mais l'image de Marc avec cette autre femme revenait sans cesse. L'image de cette double vie, si soigneusement orchestrée.
Ce n'était pas de l'amour, c'était une manipulation. Laisser ma sœur épouser cet homme, c'était la condamner à une vie de duperie. Je ne pouvais pas le permettre. Le pacte de notre enfance, celui de nous protéger, me l'interdisait. Le moment est arrivé un dimanche après-midi. Le soleil filtrait à travers les fenêtres de son appartement. Un appartement rempli de leurs photos, de leurs souvenirs. Marc était encore en voyage d'affaires. Chloé préparait du thé, elle parlait du lieu qu'ils avaient dû visiter pour la réception du mariage. Elle était radieuse. Mon cœur était une pierre dans ma poitrine. Je ne pouvais plus reculer. J'ai pris une profonde inspiration, le son a semblé résonner dans le silence de la pièce. « Chloé, il faut que je te parle de quelque chose, c'est à propos de Marc. » Le ton de ma voix, grave et tremblant, a suffi à effacer son sourire. Elle s'est assise en face de moi, son regard soudain rempli d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur !» Les mots sont sortis de ma bouche, maladroits, brutaux. J'ai tout raconté. Le restaurant, la femme, le baiser. J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer les preuves que j'avais rassemblées. Le deuxième profil professionnel, les photos avec l'autre fiancé, leur projet de maison à Lyon. Chaque mot que je prononçais était comme un coup de poignard que je lui infligeais. Je voyais la couleur quitter son visage. L'incompréhension, puis le déni, puis une lueur de colère dans ses yeux. « C'est impossible », a-t-elle murmuré. « Tu te trompes, ce n'est pas lui. » Elle a secoué la tête, refusant de regarder les photos. « Pourquoi tu me fais ça ? Tu es jalouse, c'est ça ? Tu n'as jamais supporté de me voir heureuse. » Ces mots m'ont frappé en plein cœur. C'était ma plus grande peur. Qu'elle pense que je faisais ça par méchanceté. J'ai essayé de rester calme, de lui expliquer que je faisais ça pour elle, pour la protéger. Mais elle était déjà en mode défense. Elle défendait son amour, son bonheur, sa vie tout entière. Elle l'a appelé. Devant moi. Le téléphone a sonné, encore et encore. Pas de réponse. La panique a commencé à remplacer la colère dans ses yeux. La discussion s'est transformée en dispute. Les voix se sont élevées. Des larmes coulaient sur ses joues, des larmes de rage et de désespoir. Elle m'accusait de vouloir tout détruire. Je la suppliais d'ouvrir les yeux. C'était sa parole contre la mienne. L'amour de sa vie contre sa propre sœur. Le choix était insupportable. À un moment, elle a hurlé, un cri de bête blessée qui m'a glacé le sang. « Sors de chez moi, je ne veux plus jamais te voir. » Je suis parti, le cœur en miettes. En fermant la porte derrière moi, j'ai entendu le bruit d'un objet se brisant contre le mur. J'avais déclenché la tempête. La rupture a été aussi brutale que la révélation. Chloé, après mon départ, a continué ses recherches. La vérité, une fois la graine plantée, finit toujours par germer. Elle a trouvé d'autres incohérences, d'autres mensonges. Elle a fini par joindre cette autre femme. La confrontation a été terrible. Marc, acculé, a tout avoué. La double vie, les deux fiancés, les mensonges tissés depuis des années. Il n'a même pas essayé de se défendre. Il a simplement disparu de sa vie, aussi vite qu'il y était entré. Il a laissé derrière lui un champ de ruines. Le beau château de cartes qu'il avait construit s'est effondré en un instant. La douleur de Chloé était immense, incommensurable. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Elle ne pleurait pas seulement la perte d'un homme. Elle pleurait la perte de ses rêves, de son avenir, de la confiance qu'elle avait placée en lui. Elle pleurait la personne qu'elle était quand elle était avec lui. Heureuse, insouciante, amoureuse. Le chagrin l'a transformée. Elle est devenue une ombre. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. Elle passait ses journées sur le canapé, à fixer le vide. Le silence dans son appartement était assourdissant. Toutes les photos de lui avaient disparu, laissant des marques blanches sur les murs, comme des fantômes. Elle m'en voulait, terriblement. Dans sa douleur, j'étais devenue la messagère du malheur, celle par qui tout était arrivé. Si je n'avais rien dit, elle serait encore heureuse. C'est ce qu'elle m'a dit lors d'une de nos rares et difficiles conversations. « Tu m'as volé mon bonheur. » J'aurais préféré ne jamais savoir. Cette phrase résonne encore en moi. J'essayais de lui expliquer que son bonheur était une illusion, un mensonge. Mais pour elle, l'illusion était plus douce que la réalité. Elle m'a reproché de ne pas l'avoir laissé découvrir la vérité par elle-même, de lui avoir imposé cette douleur. Le verre de son bonheur était brisé, et les morceaux étaient trop nombreux, trop coupants pour être recollés. Elle a dû annuler le mariage, appeler les invités, retourner les cadeaux. Chaque étape était une nouvelle humiliation, une nouvelle vague de chagrin. Elle a dû affronter la pitié dans le regard des autres,
Elle s'est enfermée dans sa solitude, repoussant tous ceux qui essayaient de l'aider. Y compris moi, surtout moi. J'étais la source de sa souffrance. Je l'avais sauvée d'une vie de mensonges, mais je l'avais plongée dans un enfer de vérité. Le prix à payer était sa joie de vivre. Et peut-être notre relation. La déflagration a secoué toute notre famille. Mes parents, d'abord choqués par la trahison de Marc, se sont retrouvés pris entre deux feux. Entre la douleur de Chloé et mon acte. Ils ne savaient pas comment réagir. Ils voyaient leur fille aînée anéantie par le chagrin et leur fille cadette rongée par la culpabilité. Ils essayaient de naviguer dans ces eaux troubles, mais chaque mot semblait maladroit. Ils voulaient nous réconforter toutes les deux, mais nos peines étaient opposées. Le bonheur de l'une avait causé le malheur de l'autre. Le silence s'est installé lors des repas de famille. Un silence lourd, pesant, rempli de non-dits. Les réunions de famille sont devenues une épreuve. Chloé m'évitait. Elle ne me regardait pas, ne m'adressait pas la parole. Si j'étais dans une pièce, elle en sortait. Sa froideur était un mur de glace entre nous. Nos parents tentèrent de maintenir une façade de normalité, mais la tension était palpable. Ils me disaient à temps privé, « Tu as bien fait, tu devais la protéger. » Mais ensuite, ils allaient de consoler Chloé, qui leur disait sans doute le contraire. Ils étaient déchirés. La famille, autrefois notre refuge, était devenue un champ de mine émotionnel. Le lien qui nous unissait tous s'était distendu. Certains membres de la famille élargie ont pris parti. Ma tante, par exemple, a estimé que je n'aurais pas dû me mêler de leur histoire. « Ce n'était pas ta place », m'a-t-elle dit. Parfois, l'ignorance est une bénédiction. D'autres, comme mon oncle, m'ont soutenu, affirmant que le courage était de dire la vérité, peu importe le coût. La famille s'est fracturée en deux camps. Ceux qui pensaient que j'avais détruit un couple et ceux qui pensaient que j'avais sauvé ma sœur. J'étais devenu un sujet de débat, un cas moral à discuter à voix basse. Mon geste avait eu des répercussions bien au-delà de ma relation avec Chloé. Le pacte de notre enfance, cette promesse de protection, s'était retourné contre nous. En voulant la protéger du mensonge, j'avais brisé l'harmonie familiale. J'avais remplacé un bonheur illusoire par une tristesse bien réelle, qui contaminait tout le monde. Les rires avaient disparu. Les déjeuners du dimanche n'étaient plus qu'une formalité pesante. Nous étions devenus des étrangers polis, partageant le même nom de famille. J'avais agi au nom de l'amour fraternel, mais le résultat était une distance glaciale. J'avais perdu mon complice, mon allié. J'avais perdu ma sœur. Le temps a passé. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2025. Presque 2 ans ont passé depuis ce jour fatidique. La tempête s'est calmée, mais le paysage a changé à jamais. Chloé va mieux. Lentement, très lentement, elle a remonté la pente. Elle a changé de travail, déménagé dans un nouvel appartement. Elle a reconstruit sa vie, pièce par pièce. Elle a retrouvé le sourire, mais ce n'est plus le même. Il y a une fragilité dans son regard, une méfiance qui n'existait pas avant. Elle est plus forte, peut-être, mais aussi plus dure. La blessure a laissé une cicatrice invisible, une fêlure dans son cœur que personne ne peut voir. Notre relation, elle aussi, porte cette cicatrice. Nous nous parlons à nouveau. Nous nous voyons pour les anniversaires, pour Noël. Mais la spontanéité a disparu. La complicité fusionnelle de notre enfance n'est plus qu'un lointain souvenir. Il y a une gêne persistante entre nous, un fantôme qui hante nos conversations. Nous évitons les sujets profonds. Nous parlons de la météo, du travail, de banalité. Nous ne parlons plus jamais de Marc. Nous ne parlons plus jamais de ce qui s'est passé. C'est un sujet tabou, un trou noir que nous contournons prudemment. J'ai retrouvé une sœur, mais j'ai perdu ma meilleure amie. Parfois, je la surprends à me regarder avec une expression indéchiffrable. Est-ce du ressentiment, du pardon, de la reconnaissance? Je ne sais pas. Je n'ose pas demander. J'ai peur de la réponse. J'ai peur de rouvrir la plaie. Je continue de vivre avec le poids de mon choix. J'ai agi par amour, j'en suis convaincu. Mais cet amour a eu un coup terrible. J'ai détruit son monde pour la sauver. Mais en faisant cela, j'ai aussi détruit une partie d'une autre. Le lien qui semblait incassable s'est révélé fragile. Il n'a pas rompu, mais il est abîmé. Pour toujours. Je repense souvent à cette période. À la douleur dans ses yeux, à la haine dans sa voix, à la solitude qui a suivi. J'ai dû apprendre à vivre avec l'idée que la personne que j'aime le plus au monde m'a vu, pendant un temps, comme son ennemi. J'ai dû accepter que faire ce qui nous semble juste peut causer une peine immense. La vie n'est pas un conte de fées où la vérité triomphe sans douleur. La vérité peut être une
une arme que j'ai utilisée contre ma propre sœur, pour la sauver. C'est ce que je me répète, pour la sauver. Aujourd'hui encore, la question me hante. Ai-je bien fait? Je me la pose les nuits d'insomnie, quand le silence de mon appartement est trop lourd. D'un côté, je l'ai sauvée d'une vie construite sur une supercherie. Je lui ai évité d'épouser un homme qui la trompait, de fonder une famille sur des sables mouvants. Je lui ai peut-être évité une douleur encore plus grande, des années plus tard. J'ai honoré notre pacte de protection. J'ai choisi la vérité, aussi brutale soit-elle. J'ai refusé d'être la complice silencieuse d'une trahison. Mais de l'autre côté, je vois le prix. J'ai brisé son cœur. J'ai anéanti son bonheur, même s'il était faux. J'ai fracturé notre famille. J'ai endommagé le lien le plus précieux de ma vie. N'avait-elle pas le droit de vivre son illusion? N'était-ce pas à elle, et à elle seule, de découvrir la vérité, à son propre rythme? En agissant, je lui ai retiré son libre arbitre. Je me suis érigé en juge de son bonheur, décidant pour elle ce qui était acceptable ou non. Mon intervention, même bien intentionnée, était-elle légitime? Le doute persiste, tenace. Cette histoire n'a pas de morale claire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a qu'un choix, et ses conséquences. Un choix fait par amour, qui a engendré la souffrance. Un acte de protection qui a été perçu comme une agression. C'est le paradoxe insoluble des relations humaines. Le chemin de l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. J'ai agi selon ma conscience, mais ma conscience n'est pas en paix. Je vis avec cette ambivalence, avec cette certitude d'avoir fait ce qu'il fallait, et ce doute lancinant d'avoir tout gâché. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi le silence pour préserver un bonheur, même factice? Auriez-vous laissé votre sœur, votre frère, un ami proche, s'engager dans une vie de mensonges sans rien dire? Ou auriez-vous, comme moi, fait exploser la vérité au risque de tout détruire sur votre passage? Auriez-vous privilégié la douceur de l'illusion ou la dureté de la réalité? C'est une question à laquelle, je crois, personne ne peut répondre avec certitude avant d'y être confronté. Une question qui reste ouverte. Une question sans réponse.